Bonsoir, salut Ruben Pré, merci à Slowpress et Bertouze qui nous ont suivis, ainsi qu'à Tanguy Roland qui nous a suivis hier. Aujourd'hui, on va parler anarchisme et braquage. On va parler de la bande à Bono, de Marius Jacob, d'arnaque à l'assurance, de trucs qui crament, de poursuites en voiture. Et on va vous présenter l'épisode qui vient tout juste de sortir sur YouTube, et ça marcherait si le bot marcherait, je pourrais vous envoyer le lien. Je suis avec, donc moi c'est le monteur, on va m'appeler monteur, c'est pour ceux qui n'avaient pas encore suivi les lives ici. Et je suis avec le camarade qu'on va appeler scripteur. C'est naze comme nom. Ouais. Alors je sais pas quel nom tu veux te donner. Dis-moi. J'en ai rien à foutre. D'accord, donc on va t'appeler J'en ai rien à foutre pour le reste de la soirée, c'est cool. Hop, je nous mets un petit peu de son en plus. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat. Bonjour, rien à foutre, te dit Ruben Pré. Et je suis censé lui répondre en fait. Je sais pas, après, faut engager avec le public, on est des youtubeurs maintenant, tu vois. On est obligé d'être poli et sympa. J'ai entendu, j'étais sur un autre live. Non, ça va. Et il y a la- je finis la vidéo et j'arrive. Bah, Bichette, on va la passer maintenant. Salut à toi, Bichette. Du coup, pas besoin d'aller sur YouTube. On va vous la passer directement. Comme ça, on pourra en parler après. On la passera peut-être une deuxième fois pour ceux qui arriveront en cours. Alors, camarades, salut déjà à Boboris qui vient de suivre. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode? Oula. Pendant que le collègue casse son micro. Donc du coup, en parlant de ça, on a décidé de changer les pseudos. Moi, c'est Nizan, du coup. Et toi? Je sais plus ce que j'utilise sur Twitter. Vu que je me connecte automatiquement. D'accord, bon bah... On trouvera. on trouvera, voilà. Je vois que Bichette nous parlait de, je sais pas si vous en causez en fin de vidéo, mais c'est quelque chose qu'on retrouve en partie avec la culture de la chour. Le problème, c'est que comme on n'avait pas le son de l'épisode, il faut que tu précises. Et les autres, n'hésitez pas à intervenir, à nous poser des questions. On a deux, trois éléments de bibliographie si vous voulez. J'espère que vous avez apprécié SCH et puis Joule, parce que je vais en remettre ailleurs. C'est parti pour avoir du rap français dans quasiment tous les épisodes bientôt. Ah ouais, t'as demandé à Bichette d'écrire et c'est compliqué pour lui. Bichette, il fait sûrement autre chose. Au niveau des légalismes en général, en fait. Ouais, alors c'est effectivement, quand on regarde les prétextes qui sont donnés pour justifier l'illégalisme, euh, ça fait quand même penser à cette culture justement de la chour, du vol, etc., cette culture de rue. En fait, malgré les beaux discours et malgré certains personnages, comme Victor Serge par exemple, euh, dans les faits à cette époque-là, comme d'ailleurs maintenant, hein, la frontière entre délinquance et militantisme anarchiste individualiste, elle est très floue en réalité. On a pas mal dans ces milieux-là, dans ces communautés anarchistes, ces cercles illégalistes, qui en fait ont un passif de délinquants, alternent des phases de travail, des phases militantes avec des phases de vol, de débrouille, etc. Donc c'est assez logique de voir finalement dans cette éthique individualiste une sorte de culture de la chour, d'éthique délinquante, où en fait on cherche maladroitement à justifier des actes de vol. C'est assez logique finalement. Le beau militant qui se distingue du bandit, ça existe que dans les textes, que dans les livres. En réalité, entre les deux, il y a toujours une zone floue. C'est déjà quelque chose qu'on retrouvait à l'époque de la propagande par le fait. On prend quelqu'un comme Ravachol, c'est déjà ça, hein, c'est un anarchiste, révolutionnaire, tout ce que vous voulez. C'est aussi à la base un bandit, un truand. Bienvenue à Motis Zobab, pardon, et Tesla le Rouge. Tesla qui est pas inconnu de nos services, n'est-ce pas? Il était sur le dernier... C'est un de nos commentateurs sur YouTube, je crois. Je vais vous remettre la vidéo si vous voulez la regarder plus tard. Voilà. Hola todos nous dit Fils du Rhin. Salut Fils du Rhin qui était là aussi la dernière fois. C'est bon, on a réussi à faire le lien entre les serveurs tout pétés de YouTube et ceux de Twitch qui fonctionnent. Est-ce que vous avez des questions, des remarques aussi? Vous avez le droit de pas être d'accord avec la vision de l'épisode. Oui, on sera vexé, vous avez le droit. On va bouder, mais... Ouais. On peut peut-être meubler en parlant un peu de la biblio. Enfin, c'est pas une vraie biblio, mais vu que ça a pas mal gueulé au début de la chaîne sur le fait qu'il n'y avait aucune indication de texte qu'on utilisait ou de source pour aller plus loin, on a pris l'habitude là d'en mettre 3-4 à chaque fois, hein, c'est jamais exhaustif. Allez, Donc là, peut-être en profiter pour commenter là, il y en a plus. sur...
Il y en a plus de quoi? Il y en a plus de 4 là, ouais. Oui. Ouais. Il y en a plus de 4, mais sur les deux premiers noms, il y a une auteure qui revient tout le temps, c'est Anne Steiner, qui est une universitaire de Nanterre et qui pour le coup a beaucoup bossé sur la question. Donc il y a un livre à lire qui est pas mal, hein, qui s'appelle Les en dehors, qui prend en fait un personnage en particulier, Rirette Maître Jean, qui était la compagne de Victor Serge, et qui a béni dans ce milieu-là, pour en fait faire toute l'histoire du milieu. Alors le livre est pas mal. Après, si vous voulez juste avoir les grandes lignes de ce qu'elle a pu développer, vous prenez la deuxième source, là, l'entretien qu'elle a fait dans CQFD, et on a l'essentiel, quoi. C'est plus clair, c'est plus rapide. On n'est pas toujours obligé d'acheter le bouquin pour aller plus loin. Ah, vous l'avez pas encore vu, l'épisode. On refera peut-être une dernière rediff, mais pas tout de suite parce qu'on vient de le passer. Pour être précis sur la bibliographie, donc il y a 2 bouquins, enfin deux sources. Les en dehors, anarchiste individualiste et illégaliste à la belle époque d'Anne Steiner. Et les Ah, grandes donc ça, c'est son grand bouquin. Voilà, et les grandes heures de l'illégalisme, volées pour ne pas s'abîmer, qui est un entretien dans CQFD de juin 2018, qui est Et consultable on va dire que c'est en le ligne. résumé du bouquin. C'est le résumé du bouquin. Donc, allez voir l'interview d'abord. Ça peut vous tenter de lire le bouquin, mais on a l'essentiel dans le truc de CQFD qui est pas mal. Une émission de France Culture, mine de rien, il y a pas mal de choses bien. C'est toujours chiant d'aller creuser, et des fois, un invité sur deux, c'est un peu un connard, mais ça passe bien. Vous avez ensuite l'article de Jean Garrigue, qui date un peu, hein, sur les anards contre la République. Il est aussi spécialiste de cette période. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien, dans son article, entre la période de propagande par le fait et l'illégalisme. Puisque même si c'est deux mouvements différents, il y a quand même une proximité en termes de date, et un point commun à chaque fois, la violence anarchiste. Ensuite, il y a un classique, c'est l'histoire de l'anarchisme de Jean Préposier, qui aborde un peu tout, hein, l'anarchisme selon philosophique, mais c'est un classique pour tout le mouvement, donc ça on vous conseille largement de le lire. Et puis bon, Staline, c'était juste pour le 3. Oui, et puis on cite aussi le Staline de Robert Service, parce qu'il faut citer le Staline de Robert Service. Alors, on a Bichette qui me dit: j'avoue que ma réflexion autour de l'acte illégal solitaire rejoint beaucoup plus l'idée que l'État étant en tant que tel une organisation à peu près aussi digne qu'une mafia et qu'ainsi il n'y a pas de raison de ne pas le considérer à peu près comme tel et ainsi de réfléchir à ses possibilités éthiques illégalistes. Alors ça, pas exactement, parce que l'illégalisme, en fait, c'est pas tourné vers l'État. C'est tourné vers le riche, vers le bourgeois. L'État est pas particulièrement ciblé, à part sur la fausse monnaie, mais l'illégalisme, c'est plus une réflexion de classe qu'une réflexion anti-étatique. Donc je pense pas, je pense qu'on pourrait plutôt reporter ça pour l'idée que l'État doit être volé, attaqué en tant que tel, sur ce qui a pu se passer après, l'anarchisme expropriateur, ou ce qu'on a en Russie aussi à cette époque-là. Mais l'anarchisme illégaliste, il ne cible pas particulièrement l'État. Il se moque de l'État, il se moque de de la morale bourgeoise, mais en fait, il cible les richesses là où elles sont. Mais je vous ferai d'autres vidéos sur les indives. Je crois qu'on a un peu fait le tour des indives entre la propagande par le fait et ça. Bah, la propagande par le fait, c'est pas vraiment de Oui, l'individualisme. pas tout à Hein. fait, mais... Ça, c'est de l'indiv pour le coup. Ouais, il y en aurait d'autres à faire sur l'aspect communautaire, là, parce qu'on l'aborde vite fait sur l'égalisme, mais ils ont un délire de mode communautaire en même temps qui est complètement barge. Hein. Avec des engueulades, par exemple, sur qui va utiliser la vinaigrette parce qu'ils sont plus anti-alcool, anti-tout ça. Il y a un côté à la fois très radical et très ascète qui peut être intéressant. Et en fait, le problème de l'indiv, c'est que souvent on le résume à Stirner, l'espèce de gros égoïste. Et ça va quand même un petit peu plus loin. Donc, ouais, il y aurait des choses à faire. Après, des sujets, on va dire, aussi putaclic que l'illégalisme sur les individualistes, je suis pas sûr qu'on en trouve. D'illégalisme au XXe siècle, bah, il y en a plus trop en fait, parce que le principe du vol, il se propage au XXe siècle, il explose même, hein, on l'a chez les bolcheviks, on l'a chez les anarchistes espagnols notamment, mais c'est plus l'illégalisme dans le sens où le but c'est pas de vivre tranquillement pour soi, le but désormais ce sera de financer la cause. Et ça c'est une rupture avec les illégalistes. Les illégalistes ne veulent pas financer la cause. En réalité c'est des gens qui sont très méfiants, voire même qui ont un complexe de supériorité vis-à-vis des masses. Chez beaucoup d'illégalistes de l'époque, si la révolution intervenait au XIXe siècle, c'était une catastrophe assurée parce que la masse ouvrière n'était pas capable de faire la révolution, de se gouverner elle-même. Il fallait attendre que les gens soient suffisamment évolués pour pouvoir se révolter.
On nous propose aussi de mal parler des anarcho-primitivistes, mais ça existe tellement peu que je sais pas si c'est la peine. Et il y a Saint-Bernard-l'Ermite qui me dit: on a le droit de faire de la pub pour une BD sympa sur Marius Jacob. Oui, tu as le droit de nous préciser les références parce que je les ai plus en tête. Je l'ai lu, elle est pas mal. Enfin, je l'ai feuilleté. Donc Marius Jacob, qui est plus ou moins le modèle d'Arsène Lupin en moins bourge, je dirais. Enfin, en moins Oui, puis qui a classe. fini un peu misérablement, je crois, sa vie. Oui, 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 oui. Mais il est passé par Cayenne, je crois. Hmm. Le Toto qui vole dans des supermarchés, c'est un illégalisme, non? Ouais, Ouais, un oui. peu. Bah, de toute façon, de Toto, je sais bien qu'ils ont l'impression d'avoir inventé la poudre, mais c'est quand même beaucoup une résurgence de ce qu'on a vu au XIXe siècle. Donc oui, pour le coup, le Toto qui vole dans le supermarché, il n'entend pas redistribuer au peuple, il n'entend pas spécialement mettre Carrefour en PLS. Donc là, pour le coup, on pourrait dire que c'est une résurgence de l'illégalisme. Mais ça se fait beaucoup moins qu'avant, ça. Les Toto dans les années 70, c'est-à-dire le moment où vraiment ça explose en France, on a le grand moment Toto, ça devient vraiment le principe du vol, le principe du resto basket, tout ce que vous voulez. Euh, c'est vraiment un mode de vie pour Toto. Aujourd'hui, à part une fois de temps en temps ou en manif où on va aller prendre des bières pour distribuer aux copains, ça reste limité. Donc ce côté vol chez Toto, il a quand même perdu en importance par rapport aux années 70. Mais pour le coup, oui, ça contredit un peu ce qu'on a dit, c'est un héritage égaliste. Il y a une émission de Noël Malware aussi sur Marius Jacob. Je l'ai pas écouté. J'aime bien Noël Malware. Je pensais pas qu'il avait des sympathies libertaires. En plus cette saison. Non, mais c'est un journaliste de Canard PC. Noël Malware. Mhm. Euh, Mais après, sur les illégalistes, et Marius Jacob notamment, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des sympathies libertaires pour s'y intéresser. C'est plutôt le côté romantique, l'attrait du personnage, qui fait qu'on va pouvoir avoir des sources très différentes des sources militantes habituelles. Merci pour le lien, Bichette. Mhm. Les anarcho-primitivistes, ce serait rigolo, mais enfin, les mecs ils sont tellement allumés que bon. Ou alors, ça serait bien d'élargir sur tout ce qui a pu exister dans le cours, on va dire le mouvement socialiste au sens large, notamment chez les utopiques, chez les socialistes utopiques, où justement à un moment, le projet social nouvelle, c'était revenir à un ordre ancien, à un ordre proche de la nature, totalement fantasmé. Et ça, vous avez plein d'exemples au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on aurait peut-être les communautés hippies, qui sont un peu dans ce délire-là, peut-être on trouvait chez les zadistes et encore. Ça existe vraiment les Anprimes, c'est pas juste un. Bah, c'est la question que je me pose, Motis, parce que les mecs, à part se faire tracher sur internet, tu les vois pas. Mais en même temps, comme leur truc, ils ont pas le droit d'utiliser, ils veulent pas de technologie, ils peuvent pas se défendre dans les coms de Nord-Shit gauche ou de pages de shitpost, quoi. Et puis en même temps, si dès qu'un courant anarchiste, on n'en voit pas, on dit qu'ils n'existent pas, bah, il n'y en a pas beaucoup qui ont une existence réelle, hein, parce que c'est quand même l'anarchisme essentiellement des groupuscules dont on n'a jamais entendu parler. Ça, c'était fait, c'était gratuit. Enfin, gratuit, pas tout à fait. T'avais Ted Ted Kaczynski. Kaczynski, Non, il est pas lui. anarchiste, lui. C'est un mec il est d'extrême droite, Ted Kaczynski. C'était une bomber. Le mec qui passe son temps à vomir les gauchistes dans son manifeste sans vraiment attaquer le capitalisme en fait. Enfin, sans remettre les racines, remettre en cause les racines du capitalisme. Il remet jamais en cause la propriété privée. Il remet en cause la manière dont le capitalisme s'est emparé de la critique entre guillemets artiste du capitalisme, le truc plus Oui, comment un dire, le truc anticapitaliste 68 art, voilà. romantique. Ouais, c'est ça. Mais c'est un anticapitaliste de faf. Ouais, une bomber, c'est un tocard, nous dit Rub. Je suis assez d'accord. Ouais. Ouais, bah après, si on veut être méchant, mais je pense qu'il n'y a personne de plus méchant sur les anards que les anards eux-mêmes, ce qui explique aussi le fait que le courant individualiste il soit en grande majorité rejeté chez les anarchistes, c'est qu'il y a quand même dans ce courant-là une partie des gens qui sont un peu sur le même principe. C'est la liberté individuelle qui est mise en avant et qui prévaut sur tout. C'est l'individualité qui compte, hein, plus que l'organisation de l'État, le rapport de classe, la question de la propriété. Et donc, on est aussi dans un capitalisme un peu petit bourgeois, un peu romantique, avec en plus des délires sur la nature qui peuvent virer aux traditionnalistes. Et donc, des passerelles, des rapprochements avec des courants, on va dire, plus extrême droite, ça peut se faire. Encore une fois, si les anarchistes individualistes aujourd'hui sont en grande partie
nié, on rejette rejeté, marginalisé par les anarchistes, on va dire, de sens communiste, collectiviste, c'est pas un hasard. Hein. C'est aussi que dans une partie de ces courants soi-disant individualistes, il y a des gens sincères, hein, il y a des groupes qu'on peut qualifier, qu'on peut classer à gauche, et il y a aussi un petit peu la foire à n'importe quoi. Bah oui, typiquement Onfray, quoi. Ouais. On nous signale qu'il faut Voilà, pas et dire. Onfray, alors, Pardon, on dit pas romantique, on dit coupatique. Je connaissais pas l'adjectif. coupatique. Onfray, je sais même pas si tu peux encore ranger Onfray dans l'anarchisme. Mais en fait, Onfray, on pouvait le classer dans le rouge-brun à une époque. Est-ce que maintenant on peut encore le classer dans le rouge-brun, sachant que plus personne n'a de doute sur lui? Oui, non, il est brun. Hein. Mais ouais, il est juste brun. Mais de fait, c'est bien le problème hein, sur l'anarchiste individualisme, au-delà de ces illégalistes dont on parle dans la vidéo, c'est que c'est un peu fourre-tout. On est plus dans une philosophie personnelle que dans un mouvement politique, même si encore une fois c'est très varié et très hétérogène dans ce courant-là. Et donc des Onfray ou avant lui des Cohn-Bendit ont pu utiliser le mot anarchiste comme étiquette à travers ce milieu individualiste. Donc, et ce qui est dramatique, c'est qu'au sein de la fédération anarchiste, ils ont eu à une époque une certaine audience, ou du moins ils étaient tolérés. Après, je ne sais pas si maintenant Onfray est encore bien accepté à la FA. Je pense pas, mais je suis plus trop ce que fait la FA, donc je saurais pas dire. Mais je pense pas, hein, ce mec, bon, à partir du moment où tu veux une armée européenne, ou tu commences à sortir des bails bizarres sur... Quoique l'antisémitisme, des fois, ça les gêne pas, ça dépend, mais... Ouais, je suis pas sûr qu'il ait encore une grande audience au sein des organisations anarchistes, même à la FA, Onfray. Oui, parce qu'en dehors de la FA, je crois qu'il n'y a plus aucun organe anarchiste pour pouvoir l'écouter, mais après la FA, ça dépend aussi des groupes. Et on n'accueille pas Jeffrey Bezos, CEO, sur le live. Très bon choix de pseudo. Rends l'argent. Paye mieux les salariés d'Amazon. Bisous. Wesh wesh. Ah, il parle français en plus, c'est magnifique. Attends, Saint-Bernard l'Ermite qui tape sur Onfray en disant qu'il passe son temps à dire qu'il est anard, alors qu'en fait il pue l'autoritarisme. Bah, j'ai envie de dire que ça correspond à pas mal de leaders anarchistes, non? Oui, ça correspond à beaucoup de pratiques. Dans la pratique, c'est pas spécifique à Onfray malheureusement. Oui. Vaste problème de la chefferie qui se recrée quand même si on est en autogestion. Vaste question. Et d'ailleurs, pour revenir au sujet de la vidéo, sur ces illégalistes de cette époque-là, c'est ça aussi, très clairement. Jules Bonneau, quand il arrive dans ce cercle d'illégalistes parisiens, et que rapidement, il prend la tête de la bande, et il impose des actions beaucoup plus dures, hein, puisque c'est déjà des illégalistes avant lui, mais quand il arrive, on utilise l'auto, on utilise l'arme à feu, on fait des morts, etc. C'est un milieu qui se veut totalement libre, hein, débarrasser toute aliénation, que ce soit l'argent, que ce soit l'alcool, le tabac, etc. Et puis en fait, dans ce milieu-là, arrive quelqu'un qui va faire son chef-haillon, son petit chef, et qui va conduire tout le monde à la baguette. Donc c'est le grand problème de ce milieu individualiste, hein, c'est qu'il ne suffit pas de déclarer que toutes les formes de domination sont abolies pour que réellement elles disparaissent. Salut monsieur rouge-noir, on va parler de rouge-brun, de noir-brun, il y a rouge-noir, rouge-noir c'est beaucoup mieux. Meilleur pseudo. Bon, il est plus rouge que noir parce qu'il y a 2 R à rouge. Ah. Ouais, il est au courant autogestionnaire du NPA, c'est ça? L'esthétique anard plaît à beaucoup de gens, dit Jeff Bezos, surtout grâce à l'image de mauvais garçons. Ouais, mais c'est aussi ça, je pense, qui enferme certains groupes anards dans un entre-soi. C'est ce qui a enfermé les idéalistes, et c'est ce qui enferme aujourd'hui encore certains courants. Alors, on a Rouge-Noir du coup qui nous dit qu'il est à l'UCL, donc c'est bien ce que je disais, c'est le courant autogestionnaire du NPA. Je me suis pas trompé. Bonsoir, c'est ici... Bonsoir, c'est ici le meeting de soutien pour Anne Hidalgo. Non, Kaleski, tu t'es trompé. Non, mais par contre, si tu comptais donner de l'argent pour le meeting de soutien, vas-y. Hein. Ouais, si tu veux, on va faire un PayPal vite fait là. Kaleski qui est déçu parce qu'il n'y aura pas une Anne Hidalgo, voilà. Ça, c'est un mode de reprise individuelle originale, c'est ça. on fait des faux lives, des faux trucs de sauce d'em. Bonjour, c'est Génération. Bonjour, c'est Parti Socialiste. Tu files ton PayPal et puis c'est bon. Quoique j'ai connu une orga, je vais pas la dénoncer, mais qui à une époque fabriquait des faux badges SES Racisme pour piquer le fric que le PS avait pris l'habitude de détourner. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment du vol? J, ça finit par C.
C'est dans un département qui commençait par 4, qui finissait par 5, j'en dis pas plus. Mais ils faisaient des faux badges SOS Racisme pour piquer l'argent que le PS comptait récupérer. Ah ouais, mais est-ce que voler le PS, c'est vraiment du vol, du coup Ah, rouge-noir, mais avec 2 fois plus de rouge, c'est titoïste. D'accord. On a vendu Solferino, vous savez, il ne reste plus grand-chose. Bon, après, j'arrête de troll. Du coup, d'après vous, le personnage de SCH, c'est un légaliste dans le lore. Il y a ce côté... Non. Pas... Enfin, ouais, si, un peu. En fait, il y a un côté... En dehors de l'anarchisme quand même si je crois que c'est son premier album, il s'appelait Anarchie, je crois. Mais il n'y a pas de financement d'autres journaux légalistes, il n'y a pas d'essai de vivre en communauté, c'est plus la famille que la communauté. Ouais, mais la famille, c'est aussi une sorte de communauté, parce que c'est la Oui, famille certes. élargie. Et là, on est peut-être justement sur l'influence que l'illégalisme a eu dans le romantisme, dans la culture pop délinquante, etc. Sur cette éthique qu'on essaie de se réapproprier, quand bien même on est très éloigné de la bande à Bono. Mais cette éthique, cette image un peu justement romantique, elle reste un petit peu. Après, si vous êtes un étudiant en littérature et que vous ne savez pas quoi faire de votre vie, et ben faites justement une analyse du rap. Le rap hérité du légalisme. Ouais, C'est pas du mal de chourer le PS. il y a, Oui, c'est vrai. il y a côté grand banditisme à la Mesrine, ouais, ouais, c'est des figures plus récentes. Mais émancipation Ouais, du mais salariat, Mesrine, oui, 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 il y a ça quand même, Mesrine, il y a un côté. Enfin, il joue aussi sur cette image un peu floue entre le militant et le bandit. Notamment, c'est comment il s'appelle son bouquin là sur la prison, qui est très connu. J'ai je plus sais son nom en plus. tête. L'instant de mort, non, Et, c'est film ça. si, je crois que c'est l'instinct de mort. L'instant de mort, ouais, je crois. Mais il a fait Mesrine, dans ses bouquins, il a notamment dénoncé les QHS et tout, il a joué un rôle là-dessus. Tout en n'étant pas très clair avec l'extrême droite, Mesrine, il a joué aussi sur son époque des années 70 où l'extrême gauche elle le en coupe. On est justement sur cette zone floue. Individualisme, militantisme ou culture romantique, entre anarchisme et banditisme. Bah, il y a une zone grise et Mesrine peut être un petit peu là-dedans aussi. Même si je pense qu'aujourd'hui, le Mesrine dont beaucoup se revendiquent, c'est plus le Mesrine des films des années 2000 que le Mesrine historique. SCH et l'extrême droite, non, c'est pas possible comme récupération. Il y a l'émancipation du salariat, effectivement, comme idée chez SCH. Se lever pour 1200, c'est insultant. Mm. Oui, effectivement, ils veulent pas aller se casser le cul pour le SMIC. Ça rejoint un petit Sauf que peu la logique, mais ça s'arrête là, je pense. ça rejoint la logique aussi dans le sens où c'est l'émancipation mais individuelle. Eh, C'est jamais la prétention que voilà, si tout le monde fait ça, hop, le système se casse la gueule. C'est quasiment un pessimisme en fait. On n'a plus confiance dans la révolution. Fin du XIXe siècle, on n'a pas confiance dans la révolution, on pense que les masses ne sont pas prêtes. Donc les anarchistes illégalistes, souvent, c'est des gens qui sont passés par les syndicats, qui ont été dans la CGT, syndicaliste révolutionnaire, à ses tout débuts, voire même avant que ça se devienne la CGT, par les bourses du travail, et qui à un moment sont totalement déçus, pensent que les masses des ouvriers, de toute façon, ils sont abattardis, alcooliques, ils suivent le petit chef et que c'est pas la peine. Et donc c'est l'émancipation individuelle en attendant qu'eux. Et c'est là-dessus que ça peut se rejoindre avec SCH. Bon. ouais, ouais. Et puis la reprise des logos anarchistes, est purement esthétique, je pense, chez SCH. Hein, c'est pas, voilà. Oui, ça vient de la culture punk. Oui, c'est ça, c'est plus pour le côté punk, je pense. Bon, bah merci, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Non, mais c'est parce que je lui ai répondu dans le chat. Insultez-nous, ça fera du débat, quoi. Voilà, parlons de, je sais pas, il y a un autre épisode sur la dialectique qui a eu des réponses mitigées. Après, moi, j'ai pas compris les réponses qu'on nous a faites. Il y avait 2 ou 3 profs de philo qui se parlaient, j'ai rien bité. Je t'avoue, donc on va pas trop en parler là. Après, il peut y avoir un propos anticapitaliste dans le rap sans se référer à des mouvements de gauche. Ouais, mais ça va être léger. Et puis la question, c'est qu'est-ce que c'est que l'anticapitalisme? Est-ce que c'est suffisant? Parce que l'extrême droite aussi, il y a une forme d'anticapitalisme. Sauf que c'est un anticapitalisme, on va dire, romantique et purement de riche contre pauvre ou du petit contre le gros, c'est très limité. Et justement, si tu le rattaches à des mouvements de gauche, un peu conséquents, c'est là que tu arrives à avoir un capitalisme révolutionnaire. Mais toute contestation du capitaliste n'est pas révolutionnaire. Après tout, un oubliot qui regrette l'époque où ses grands-parents étaient ducs ou barons et avaient plein de serfs qui travaillaient sous leurs ordres, c'est aussi un anticapitaliste, mais un anticapitaliste réactionnaire. Donc l'anticapitalisme n'est pas forcément révolutionnaire. Et d'ailleurs, le rap n'est pas forcément révolutionnaire, il peut être aussi réac.
Est-ce que il y en a dans le live, dans le chat, qui n'ont pas encore vu l'épisode? Parce que là, il est là demi, donc on pourra peut-être le repasser une dernière fois. Salut Zytech. Techniquement, le gros du propos anticapi dans le rap, souvent, c'est des propos capitalisme de survie, qui est une forme d'anticapitalisme. Ouais, certes, ouais. À part chez des gens comme Scalpel ou Seth, t'auras pas vraiment de trucs conséquents. Ouais, je l'ai pas vu, mais si ça vous fait chier, la mate sur YouTube et je reviens après. Bon, on peut la passer là, en fait. Je vais me demander combien de personnes bossent sur YouTube. On est deux. Je sais pas s'il boude. Je ne t'entends plus, camarade. Bon, les Cédroits récupèrent juste assez d'anticapitalisme pour pouvoir dire capitaliste au lieu de juif. Et il y a ça aussi. Il y a le côté socialisme des imbéciles. Je sais plus qui est la formule, hein, mais oui, oui, c'est ça. C'est quand ça commence à dériver sur la finance. Au lieu de s'attaquer à la propriété privée des moyens de production, vous savez que ça pue et que ça va nous amener à l'antisémitisme comme pseudo-anticapitalisme. Bon, je vais vous passer la vidéo et je vais essayer de récupérer mon camarade. On est de retour et j'ai récupéré le camarade. Parle s'il te plaît pour me rassurer. Oui, je parle. Voilà, Depuis tout à l'heure, je réponds aux questions, mais en fait, on m'entend pas, donc des petits soucis bah techniques. voilà, j'ai l'air totalement con. Donc tu disais, et puis après on va reprendre sur le débat qu'il y avait dans le chat, je Je pense. sais plus ce que je disais que les gens répondaient pas, que c'était mal poli, et puis voilà, j'ai compris pourquoi. Et je disais que je comprenais pas pourquoi c'était parti en live sur la FI, du coup, parce que j'ai pas suivi les échanges. Parce que du coup, je disais, on commençait à parler d'anticapitalisme chez les fachos, et que je disais que quand ça commençait à parler de la finance, que c'était une pente glissante qui amenait souvent les FAF à se glisser dedans et à dire, oui, c'est le problème, c'est les juifs, c'est pas le capitalisme. Quand tu remets pas en cause la propriété privée des moyens de production et que tu se cibles que sur la finance, il y a le risque de glissade comme ça, donc c'est parti en débat sur Alors, la FI. il y a deux types de glissades, en fait. Alors, il y a le côté FAF, effectivement, sur, en fait, le capitalisme, c'est un système, donc c'est les règles de fonctionnement de la société. Donc c'est là que c'est une critique qui peut être intéressante. Quand tu dis la finance, effectivement, c'est quelque chose d'un peu opaque, avec les gens qui savent manœuvrer, qui savent gérer l'argent, et là, effectivement, tu peux dériver vers l'antisémitisme. Mais il y a une autre dérive, alors, qui est peut-être plus importante, même si elle fait moins mal, c'est aussi la dérive social-démocrate. On se souvient de François Hollande, mon ennemi c'est la finance. Parce que c'est toujours le même principe. Tu stigmatises la finance, donc c'est-à-dire une minorité, un petit groupe, et tu préserves le système. Après, la FI, quand elle parle de finance, je pense pas que c'est la dérive antisémite, hein. C'est plutôt la façade social-démocrate. Mélenchon, quand il a quitté le PS, il a pas dit tout d'un coup, ah, je me suis découvert anticapitaliste. Ça reste un social-démocrate, Mélenchon, pour une bonne partie. Social-démocrate radical, mais un social-démocrate. Après, au sein de la FI, c'est un peu l'auberge espagnole, donc on ne sait pas trop. Mais Mélenchon, c'est un social-démocrate, hein. C'est pas nouveau, c'est pas une insulte de dire ça. Oui, c'est le bon capitalisme contre le mauvais, avec des guillemets, dit Kaleski. Ono, l'aile recardienne. Bah oui, en même temps, c'est. Ono Bono, là, elle vient du mouvement trotskiste, Non, NPA, et puis avant, elle était dans des trucs encore plus. Donc pour le coup, ce serait l'aile anticapitaliste de la FI. non, non, je pense que Mais de toute façon. il parle pas d'Obono, je crois. Elle parle pas Ah d'Obono, bon? pardon, Bichette. Ah, donc je dis de la merde. Ouais, bon. Du coup, vu qu'on vous a reprojeté l'épisode, et bienvenue à Arnold Rothstein en passant, est-ce que vous avez des retours à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu, pas plu? Voilà, dites-nous. Sur l'illégalisme, en vrai, il y a beaucoup de ça dans le rap, je pense. Beaucoup de rappeurs disent que sans deal ni rien, il n'y a pas d'autre horizon. Ouais, mais Ouais, le deal, c'est l'intégration à un système. Même s'il est légal, s'il est alternatif, c'est l'intégration à un système. L'illégalisme, c'est pas ça, hein. C'est pas l'intégration à une mafia ou à des clans de caïds, etc. Donc il y a une influence dans la pensée, dans le système de référence, etc. Mais déjà, le lien, il n'est pas direct. Et puis la différence entre l'illégalisme et le rap, c'est que l'illégalisme, ils sont passés aux faits. Le rap, c'est quand même beaucoup parlé, limite revenir sur un passé qu'on exagère, mais l'illégalisme, c'est des actes militants. C'est pas juste une posture. il manque un truc sur le fait que l'illégalisme entraîne une police vraiment répressive. Je crois que ça date d'avant, la police vraiment répressive là-dessus, Ouais, mais on en mais le parle quand même. accélérate, c'est l'épisode en fait sur la propagande par le fait. Et là, effectivement, on justifie une répression policière contre tout le mouvement ouvrier. L'illégalisme, ça n'a pas tellement eu d'impact en termes de police, mis à part les brigades du Tigre, donc les fameuses unités là, de police mises en place par Clémenceau. Mais sans ça,
ça a pas été perçu comme un danger par la bourgeoisie, en fait. La bande à Bono, elle a défrayé les journaux parce que c'est des faits divers. Mais jamais l'État, la bourgeoisie sont sentis menacés par l'illégalisme ou n'ont même saisi le prétexte illégaliste pour mettre en place une répression plus large contre tout le mouvement révolutionnaire. Ça les a jamais vraiment intéressés finalement. Mis à part le fait que la bande à Bono est utilisée à la voiture et donc ils puissent distinguer des la chronique, mais c'est un épiphénomène. Kaleski qui nous demande aussi, vous pensez quoi aussi de l'illégalisme et de la décrédibilisation du mouvement social? Vous l'avez mentionné pendant la propagande par le fait. Bah, je pense pas que la CGT, elle perde en audience parce qu'il y a des gens qui, à un moment ou à un autre, vont voler les magasins. C'est deux phénomènes qui sont distincts en réalité. L'illégalisme, aussi bien à cette époque-là qu'aujourd'hui, on peut penser à ce qu'on a expliqué un petit peu plus tôt, là, les méthodes de Toto, de réappropriation, etc. C'est pas ça qui va entraîner une perte de confiance, une méfiance des mouvements sociaux, ou au contraire le renforcer. Si le mouvement social il perd en crédibilité, c'est pour d'autres dynamiques, hein, que ce soit les négociations sur la perte d'adhérents, la difficulté à faire évoluer le discours, à obtenir des luttes victorieuses. C'est pas lié directement aux pratiques illégales. Finalement, l'illégalisme, c'est un épiphénomène qui va peut-être être spectaculaire, mais qui va pas avoir une influence très forte sur le cours d'un mouvement social. Alors pour continuer à différencier le rap et l'illégalisme, il y a Jeff Bezos du coup qui nous parle de la récupération des codes bourgeois. Cherche à récupérer des symboles comme les voitures, le luxe, les marques de luxe, effectivement. Et je suis pas sûr qu'il y ait ça chez les illégalistes, j'ai pas l'impression. Ah non, au contraire, justement, chez les égalistes, il faut se séparer de tout ça. Il y a un côté, on va dire, bohème, tout ce qu'on veut. Donc il faut rompre avec tous les codes bourgeois. Même la pratique du mariage, pas seulement la pratique du mariage, la pratique du couple est mal vue. Parce que le couple, c'est une pratique bourgeoise. Donc on n'est pas, c'est là-dessus justement qu'on peut distinguer la culture illégaliste de la culture on va dire, rap d'aujourd'hui, hein, y compris Gangsta, c'est qu'on n'est pas dans une réappropriation. Alors, on est dans un refus total. Il y a Fils du Rhin qui demande, comme disait Bégodeau, je suis pas sûr que la violence nous décrédibilise, au contraire, peut-être qu'on va plus nous prendre au sérieux si on fout un peu le bordel. Je sais pas non plus, hein. Je pense que ni l'un ni l'autre, en fait. Faut arrêter de fantasmer cette violence qui ferait peur aux masses ou qui, au contraire, ferait qu'on serait pris au sérieux. Ça change pas la phase des choses. C'est pas le mouvement des retraites qu'on a eu l'année dernière. La violence aurait rien changé, l'aurait pas rendu plus important, l'aurait pas décrédibilisé. Donc tous ces discours sur violence et mouvement social, je pense en grande partie c'est des débats stériles. C'est un autre type de combat qui est en parallèle, mais qui a pas un impact extrêmement fort. Des vitrines cassées, même quand il y a de gros dégâts, comme on a pu le voir au moment des Gilets jaunes, c'est pas ça qui va qui va donner de l'éclat ou qui au contraire va faire oublier un mouvement de masse. Il y a des millions de personnes qui sont dans la rue. Donc n'exagérons pas les actes violents, n'allons pas non plus les rendre responsables de toutes nos défaites, ça serait stupide. L'illégalisme des bols chauds, si on peut développer. Alors, ils n'appellent pas ça de l'illégalisme, ils appellent ça des expropriations. Le principe, c'est que le parti, il est clandestin et il fonctionne beaucoup avec ce qu'on appelle des révolutionnaires professionnels. Des gens qui font ça à plein temps. Il y a beaucoup de dirigeants qui sont en exil, par exemple Lénine. Comment est-ce que Lénine il fait pour vivre? Le parti lui envoie de l'argent. Comment est-ce qu'on fait pour financer des réseaux militants au sein de l'Empire russe? Il faut de l'argent. Cet argent, il ne se trouve pas tellement parmi les cotises, vu que c'est un parti clandestin, élitiste. Il doit se trouver par des riches donateurs que soit on a réussi à convaincre, soit plus souvent on leur a forcé la main. Et donc effectivement, notamment en Géorgie, dans le Caucase, dans les parties on va dire un peu moins contrôlées par l'État, il y a énormément de braquages qui sont organisés par certains militants bolcheviques, et notamment un certain Staline. Alors ça va provoquer des conflits au sein de l'appareil bolchevique et surtout au sein du Parti social-démocrate de Russie entre bolcheviques et mencheviks. Les mencheviks veulent qu'on mette en place un parti respectable, qu'on renonce à tout ça. Et puis en même temps, ils jouent double jeu parce qu'ils reprochent aux bolcheviks de ne pas filer leur part, etc. Mais c'est une pratique qui va être soutenue par Lénine, hein, y compris face aux mencheviks et face au bureau politique bolchevique. Hein. Lénine soutiendra toujours cette pratique des expropriations. Alors, Kilfronia, qu'on connaît IRL, qu'on a croisé IRL, qui est lillois, je pense que tu vois qui c'est, nous dit bon, bisous de Lille. Il y a Jeff Bezos. Trop des Lillois. Ouais, je te préciserai hors live, mais
Qu'est-ce que ça disait? Alors ça se débat toujours sur la violence. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je rappelle que l'illégalisme, ils n'ont pas de vocation révolutionnaire, hein. Ils désespèrent de la révolution et donc ils cherchent l'émancipation tout de suite et maintenant sans attendre l'émancipation générale. Donc pour le coup, ils ne pensent pas que la violence permettra de faire avancer la lutte des classes, hein. Non, c'est juste la débrouille pour vivre sur le moment venu. Ce qui n'empêche pas après d'avoir dans le live la question de est-ce que la violence ça sert ou pas. Je crois qu'en tout cas, en ce qui concerne l'illégalisme, on a peut-être fait le tour des retours et On a peut-être fait des le tour. questions. Je pense que si on a fait le tour sur l'égalisme, c'est aussi parce que en fait, ça n'a pas, mis à part les questions sur l'influence durable, donc l'influence on va dire culturelle de l'illégalisme, sur les pratiques militantes, sur les débats militants actuels, ça n'a pas fait de petit l'illégalisme en fait. C'était une impasse. C'était pas la violence comme la propagande par le fait où là se pose la question de l'attentat. C'était pas la violence spectaculaire, c'était un peu le désespoir. Donc forcément, aujourd'hui, ça nourrit pas le débat et donc ça limite les questions. Salut Patchwork. Oui, t'arrives à la fin avec Multezo, mais c'est pas très grave parce que il y aura une rediff. Sur Twitch, vous attendez pas à l'avoir trop longtemps parce que je pense que je vais l'enlever parce qu'il y a du son copyrighté. Je vais virer ça assez vite. Et elle sera uploadée, je pense, demain ou après-demain sur YouTube. Puis on va peut-être se quitter là vu qu'on a fait le tour. Après, sur la violence, il y aurait peut-être à développer, mais ça, il faudrait peut-être qu'on prévoie une vidéo là-dessus, sur le rapport à la violence. Ouais. Parce que quand j'entends voilà, le football, le Fouquet's qui brûle, c'est vrai que c'est beau, oui, c'est vrai qu'on kiffe tous quand on voit ça, mais fondamentalement, est-ce que cette violence, on l'a fait pour faire avancer les choses dans une optique révolutionnaire, ou est-ce que finalement, c'est un gros kiff pour se débarrasser d'une frustration? C'est là qu'on peut avoir ces débats-là. Est-ce qu'on est de l'illégalisme en 2020? On a dit non, pas trop, hein. Peut-être chez les totos, je le répète, hein, qui des fois vont faire de la réappropriation dans les magasins, mais c'est plus un mode de vie. Donc ça reste quand même très limité. L'illégalisme, il n'a pas fait de petit, contrairement à la propagande par le fait, ça se fait très peu maintenant. Les autoréducs, c'est très rare, oui. C'est très rare, oui, puis surtout c'est ponctuel maintenant. Alors que chez les illégalistes, c'est un mode de vie, c'est-à-dire que on braque une banque, on va vivre dessus 5, 6, 7, 8 mois, et puis après on rebraque une banque, on fait de l'arnaque aux assurances, etc. C'était un mode de vie. C'est pas juste un kiff dans une manif, ou un kiff ponctuel. Et c'est assez dangereux. Oui, effectivement, ça joue aussi. Bono, il a fini criblé de balles. J'ai pensé aussi au Mexique, faudrait que tu développes, Killpronia. Eh ben, je pense qu'au Mexique, c'est ce qu'on a dit en fin de vidéo sur l'Amérique latine et l'Espagne. Dans l'entre-deux-guerres, des anarchistes sud-américains et espagnols, sachant qu'il y avait des liens entre les deux évidemment, qui faisaient ces braquages, ces attaques. Mais là, c'était plus dans une optique illégaliste, c'était dans une optique financer la lutte. C'est-à-dire une optique un peu plus progressiste. Et pour le coup, ça pouvait se rattacher déjà à ce qu'on peut voir dans les westerns Zapata, avec la révolution mexicaine. Vous allez parler de Peter Gardelos. Je ne sais pas qui c'est. Nous demande Saint-Bernard l'ermite. Je ne sais pas du tout de qui on cause. Recherche Google. Wikipédia va nous dire qui c'est. Hop. Ouais. D'après Wikipédia, c'est Ah un oui, activiste et théoricien anarchiste. il est mort il y a pas longtemps, ouais. L'échec de la non-violence. J'ai lu son bouquin, mais je sais pas d'où vient le gars, de qui il s'inspire. Salut Jababa qui arrive à la fin, parce qu'on va pas tarder à couper, je pense. Ah bah on note Bichette la référence. La référence. Mais là, pour le coup, c'est pas l'illégalisme, c'est vraiment la question de la violence dans le mouvement révolutionnaire. Ce qui est une question qui ne se pose pas l'illégalisme, parce que l'illégalisme, finalement, considère que la révolution est reportée à plus tard, n'aura pas lieu, en tout cas pas sur l'instant présent, et donc cherche à faire autre chose en attendant. Staline qui fait un casse avec Lénine, non. Staline a fait des casses, ou a dirigé les casses. Lénine, c'est pas son genre, hein. Lénine, c'est pas un homme d'action. Puis c'est une autre génération aussi, Lénine. En parlant de Staline, mais bienvenue Broseph Lénine qui arrive à la fin. Voilà. C'est Greber qui est mort il y a pas longtemps, mais Gardelos il est toujours vivant. Ah, d'accord, oui, je confonds avec Greber, ok. Ah, oui, comment la non-violence protège l'État. Oui, j'ai vu passer le titre, on regardera ça. Ouais. Désolé, bon, j'espère qu'on lui a rajouté de l'espérance de vie à Gardelos, sans vouloir être superstitieux. Bah, c'était sympa, vous, de passer. J'ai pas fait de casse, j'ai fait des courses à la prolétaire. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Merci, Broseph Staline. La rediff, elle arrive d'ici. Je pense mardi, grand max, ce sera là. Et sinon, je vous poste une dernière fois l'épisode dont on causait aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, 2000, vous allez dire que j'étais un connard autoritaire. Désolé, j'étais en manif. On va s'arrêter là. Il y avait quoi comme manif un dimanche d'après-midi?
Un dimanche après-midi, je sais pas, où c'est la nappe parisienne de samedi qui vient juste ça y est, de finir de se filer. Ils n'ont pas lâché pendant 24 heures. Ouais, les fumiers. On termine par l'international. Non, on va se terminer par l'écran de fin avec un petit son posé. Bref, Allez, salut! salut, bonne soirée.